Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour et merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Dental Forum. Et merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Et nous, ça fait plusieurs années qu'on vient en tant que visiteurs, spectateurs, et aujourd'hui, on est là sur les planches, alors ça nous fait... On va essayer de pas trop bafouiller et pas trop faire de franglais non plus, mais pardon d'avance. Donc, pour nous présenter, moi je suis Laura et avec mon mari Johan, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le métier. On a fait nos études en France avant d'avoir eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, où on a voyagé un peu partout dans différentes villes, travaillé avec plusieurs praticiens et docteurs qui nous ont appris leur vision du métier et les différentes attentes esthétiques des patients aux États-Unis. Donc on travaille aujourd'hui depuis 3 ans à Boston, dans un grand cabinet dentaire, et notre laboratoire il est directement ici. Donc on est vraiment séparés que d'une porte de nos praticiens avec qui on travaille vraiment main dans la main. Et ça m'a beaucoup appris dans mon métier de tous les jours quant à la texture et les couleurs, puisque je peux voir directement le patient et mon travail directement en bouche. Voilà, ça va être voilà, c'est l'intérieur de notre laboratoire. Donc c'est vraiment très high-tech. Notre patron a acheté vraiment toutes les dernières technologies. Donc on est vraiment très tout digital. On ne travaille pratiquement plus avec modèle. Voilà, là c'est la salle de toutes les machines, les dernières usineuses, les fours et tout ce qui va bien. Donc aujourd'hui, Johan va vous présenter ce qu'on fait au cabinet tous les jours pratiquement, de nos travaux de chirurgie et de travail de prothèse. Merci. Merci. Voilà, donc nous, au laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de faire de la prise en charge immédiate directement avec les docteurs. Donc on a deux catégories. Soit on fait ça directement avec nos docteurs, comme elle vous a montré, puisqu'on est juste à côté d'eux. Soit on a directement un van équipé d'une imprimante, des scanners, et on va directement chez les docteurs. Et on s'occupe de faire les prises en charge immédiates sur place lors de la chirurgie. Donc aujourd'hui, on va vous parler du cas de Tim. C'était censé être Samantha, mais ça sera Tim à la place. Et on va vous dire un petit peu ce qu'il faut si jamais vous vous lancez dans l'aventure du faire du full arch en prise en charge immédiate. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il faut communiquer avec vos docteurs? Qu'est-ce qu'il faut leur demander? Et qu'est-ce qui est absolument nécessaire d'obtenir pour pouvoir accomplir ça de façon assez facile, on va dire, et rapide. Donc la première chose à obtenir bien avant la chirurgie, ça va être les scans préopératoires. Donc vos scans préopératoires sont super importants parce qu'ils vont vous permettre, comme on va le voir plus tard, de faire un design préopératoire. C'est un très bon design de communication avec vos docteurs. Donc les pré-op scans. L'occlusion en relation centrique est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, on a appris depuis un moment, on travaille avec des docteurs qui sont vachement calés sur le sujet, et on a appris que obtenir des scans en relation centrique permet d'obtenir une occlusion qui est super confortable pour vos patients. Ça permet de positionner les condyles dans des positions confortables. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais on va dire que la majorité des personnes en profitent, surtout lorsqu'on fait de la full arch. La DVO est quelque chose que vous devez communiquer avec vos docteurs. Donc vos docteurs sont censés vous donner des scans à la DVO qu'ils veulent restaurer le patient à. Donc souvent, pour Tim, c'est un peu le cas, mais c'est pas trop ça. On a pris une relation centrique, mais c'est pas avec une DVO ouverte. Mais parfois, il faut ouvrir la DVO en fonction de ce qu'a perdu le patient au cours des années d'usure de la dentition. Pour ce qui est des édentés, il y a deux écoles. Alors en full arch, il y a deux écoles d'édentés. La première, ça va être celle avec des dentures, Dentier. Des dentiers, ouais, voilà, avec des dentiers, donc des complets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les complets de la même manière que si la personne avait des dents. On va les utiliser pour prendre tous les scans, toutes les occlusions et la relation centrique. Et puis après, la deuxième école, ça va être ceux qui ont carrément pas du tout de prothèse et qui arrivent au cabinet et qui n'ont jamais porté de prothèse. Ça nous arrive plus d'une fois. Et ça va être vraiment la catégorie la plus compliquée dans le full arch, parce que il faut, ce qu'on va faire, c'est des boudins d'occlusion, vulgairement
les appelle comme ça. Mais nous, on a aussi une autre façon de faire qui est en imprimant en fait un set de dentures d'essai. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps de couvrir ça aujourd'hui. La photo préopératoire est une photo très importante dans la full arch, que ce soit pour le haut, le bas ou seulement le haut. C'est très important parce que ça nous fournit des informations au laboratoire qui sont catégoriques et qui vont permettre de commencer dès le début avec des informations très importantes. La première et la plus importante, ça va être le bord incisal. Donc Tim ici, il a porté son partiel. Dans les scans qu'on avait avant, il ne l'avait pas, c'est pas très grave, surtout s'il reste encore des dents qui sont encore naturelles. On peut les utiliser en tant que guide, mais le bord incisal, si jamais vous travaillez sur ça et vous demandez à votre docteur, il me faut des photos, et vous ne savez pas exactement lesquelles il vous faut, cette photo est la photo la plus importante, du moins pour débuter, parce qu'elle vous fournit donc les informations du bord incisal, on va le voir plus tard, ça permet d'aligner vos scans directement avec la photo et de designer après votre cas. Mais pour pouvoir prendre cette photo de façon précise, il y a d'autres choses qui sont aussi très importantes. Ça va être par exemple en tant que guide, si c'est votre docteur qui prend les photos ou l'assistante, vous leur dites utilisez les oreilles en tant que guide. Les oreilles sont là pour vous indiquer à peu près si la personne est droite ou pas en fonction de la photo que vous prenez. Donc si on voit les oreilles la plupart du temps de façon égale, on sait que la personne est relativement centrée par rapport à la photo. Dans cette photo, Tim a gardé ses lunettes. On propose la plupart du temps de lever les lunettes parce que ça peut créer des reflets. Là, on est chanceux, les reflets sont ici, donc ils ne gênent pas et on voit les yeux. Troisième chose, ça va être donc les yeux. On demande aux patients de regarder vraiment droit dans l'objectif. Ça nous permet, on pourrait dire c'est pas très important, mais ça l'est, parce qu'au final, ça nous permet de voir la position des pupilles. Et la position du pupille nous fournit deux éléments très importants. Le premier, ça va être ce qu'on appelle la midline, la ligne du milieu des dents incisales de devant. Et la deuxième, ça va être la ligne horizontale des pupilles. Donc la plupart du temps, ces données sont importantes. Si la personne a les yeux qui sont un peu dans une position différente, ce qui arrive, parce que la symétrie, c'est pas toujours ça, alors on peut réfléchir différemment. Mais là, pour Tim, par exemple, on peut voir que, on va le voir plus tard, la ligne horizontale et verticale sont très utiles pour lui. La dernière chose, ça va être le menton. Donc souvent, on va avoir des patients qui vont sourire et qui auront tendance à lever le menton comme ça, ou alors à baisser le menton, à faire des sourires comme ça parce qu'ils sont gênés. C'est quelque chose de très important d'avoir le menton qui est relativement droit lorsque vous prenez une photo. Alors plusieurs techniques, vous pouvez prendre par exemple un livre, mettre la personne contre le mur et mettre un livre derrière la nuque et lui demander de tenir le livre, et là la plupart du temps ça donne quelque chose de droit. Mais bon, au bout d'un moment, les docteurs ils ont l'habitude et ils savent comment prendre ce genre de photos. Donc là, on voit justement l'alignement des scans. Donc même si on n'a pas en bleu, c'est notre scan qui a été fait intraoralement. Même si on n'avait pas le partiel qui était intégré, on voit que les dents sont relativement bien alignées à notre photo. Et à partir de là, on sait qu'on a nos scans qui sont alignés, que ce soit le haut, le bas, l'occlusion, tout commence à prendre forme pour pouvoir commencer notre cas. Le design préopératoire est donc quelque chose de très important. Ça vous permet de gagner énormément de temps, notamment pour la prise en charge immédiate. Le fait de passer par un scan préopératoire, ça vous permet de, premièrement, vérifier si le patient, le docteur sont OK avec votre design, on va dire. Secondement, ça permet aussi de donner au chirurgien une idée de où va se trouver la ligne de transition entre la prothèse et le tissu réel. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Cette photo-là, elle donne une idée approximative de cette ligne de transition-là, mais une autre technique viendrait donc au patient, à dire au patient de vraiment donner un effet énervé lorsqu'on prend une photo. Ça permet vraiment de lever la lèvre supérieure et de voir où est-ce que, par exemple, le chirurgien va devoir faire son ajustement osseuse lors de la chirurgie. Et on voyait, je vais revenir un petit coup vite fait, on voit donc les lignes dont je parlais plus tôt qui sont alignées en fonction des yeux, et ça nous permet donc de designer. Donc la ligne horizontale nous permet de créer un sourire qui va être plus ou moins droit en fonction de cette ligne-là, et la midline qui permet de positionner nos deux centrales dans notre design. On attaque donc la phase 1. Donc là, quand on arrive à la phase 1, on est toujours dans ce qu'on
nécessite de notre docteur, la phase 1, ça vient avec un marqueur fiduciaire. Donc le marqueur fiduciaire va être notre marqueur physique dur qui ne bougera pas avant l'opération et après l'opération. Donc là, pour la phase 1, il faut savoir qu'on est le jour de l'opération, le patient est anesthésié, que ce soit de façon complète ou locale. Ce marqueur-là va être très important. Il va être placé à différents endroits en bouche. Pour le haut, lorsqu'on travaille sur le haut, ce marqueur va se situer sur le palais. Il va être inséré donc avant l'opération. Et un nouveau scan va être effectué, donc comme on peut le voir juste après. Voilà, un nouveau scan sera effectué. Alors ça, c'est un autre marqueur fiduciaire. Celui qu'on avait avant était juste différent. Il y en a plein sur le marché maintenant. DES en fait, il me semble que celui-ci, c'est un de chez DES. Ils sont super, ils marchent très bien. Ils ont une texture qui est facilement scannable en bouche. Donc voilà. Et pour le bas, ils sont la plupart du temps positionnés dans la partie la plus distale des molaires, donc une partie qui ne bougera pas dans le futur. On peut en mettre aussi un devant, mais les chirurgiens ils n'aiment pas trop ça parce que la plupart du temps, lorsqu'ils travaillent sur une réduction osseuse, ils ont tendance à dire que ça peut bouger, ça peut. Bon voilà. Donc au moins les deux dans les parties distales, c'est pas mal. Donc là, on voit qu'il est positionné bien sur le palais. Et certains vous diront, oui, mais c'est pas vraiment nécessaire. Moi, j'en ai déjà fait où en fait, j'utilise le palais comme référence dure. Après avoir fait de nombreuses arches, je peux vous garantir que le palais, avant et après chirurgie, il a tendance à bouger, à enfler, il bouge, c'est faisable, mais bon, maintenant qu'on a des solutions qui sont comme ça et qui ne changent pas grand-chose, une fois qu'il est retiré après l'opération, ça cicatrise très vite et le patient, c'est vraiment la chose dont il ne se plaint pas, quoi. Donc voilà, donc là on est après toujours le jour de l'opération, mais juste après que l'opération soit finie, donc les points ont été placés et le marqueur fiduciaire est toujours ici. Alors on voit qu'il y a eu, par rapport au scan précédent, on voit que le tissu a quand même changé, c'est un peu résorbé, il a dû peut-être un peu enfler ici, donc on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant de garder ce marqueur-là en tant que référence, on le verra plus tard. Mais pour ce qui est de ça, donc là on est au niveau des scan body scan. On utilise aussi des scan body DES, vous pouvez utiliser ceux qui vous intéressent. Quelque chose qui a communiqué directement avec le docteur aussi. Lorsqu'ils font des chirurgies, si vous êtes habitué à utiliser une certaine marque, juste une préférence de scan body, laissez-leur savoir, dites-leur je vais avoir besoin de ça comme scan. Donc là, le scan body scan, c'est sur tous les implants ont été placés tous ces scan body. Il faut savoir que ce scan-là, il est effectué un peu pour les scan body, mais énormément pour le tissu. Donc notre point important va être le tissu, et les scan body là vont être seulement pour une référence. Ensuite vient la photogrammétrie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la photogrammétrie, c'est une technologie qui est là seulement pour récupérer la position exacte des implants. Donc ce scan qui est relativement gros ici, il est fait par un iMetric. C'est le seul aujourd'hui, je ne sais pas si, j'ai pas pu voir de photogrammétrie sur le show. Mais la photogrammétrie, aujourd'hui, il y a une seule société qui fait ça. Je ne gagne pas d'argent en vous disant ça, mais il y a une seule société qui fait ça, c'est iMetric 4D avec l'ICAM. Donc l'ICAM est le seul à fournir une photogrammétrie. Il a 4 caméras. Il y a beaucoup d'autres concurrents qui font la promotion de photogrammétrie, mais ce qu'ils font, c'est de la grammétrie, de la stéréogrammétrie. C'est pas exactement de la photogrammétrie. Alors ça marche, il n'y a pas de problème, mais bon, le niveau précision, ce gros bloc-là reste le plus précis aujourd'hui. Pour effectuer une photogrammétrie, donc on voit qu'on utilise en fait d'autres types de scan body qui ressemblent à des dominos. Ils ont des petits points blancs dessus. Contrairement au scan body, lorsqu'on fait une photogrammétrie, il faut utiliser beaucoup de lumière. La lumière permet d'éclairer ces petits points blancs que vous voyez peut-être sur les scan body et permettre à la machine de capturer beaucoup plus facilement les détails de ces scan body là. Il n'y a rien d'autre qui vient avec. Il n'y a pas de tissu, il n'y a rien, c'est seulement la position très précise des implants. Ça remplace totalement votre verification, le jig de vérification. Vous n'avez plus besoin de 14 rendez-vous de vérification de jig qui cassent, qui sont ressoudés. Un seul scan comme ça remplace tout ça. Voilà, pour ce qui est du design du sourire, maintenant, le jour de la chirurgie toujours, on va aligner nos scans, comme vous pouvez le voir ici, tout le tissu. Donc, lorsqu'on aligne des scans sur Exocad ou sur n'importe quel autre système de design, on voit qu'un scan est bien aligné lorsque les couleurs des différents scans sont complètement, on va dire, un petit peu
marbré et on voit qu'il se superpose correctement. Donc on voit que notre marqueur fiduciaire ici est très bien aligné et que tout le reste, bien entendu, n'est plus très bien aligné. Le tissu, on voit qu'il a énormément changé, en bleu étant notre préopératoire et en marron notre post-opératoire. On voit que le bleu, pour cette fois, ça n'a pas enflé en fait, ça a fait le contraire. C'est-à-dire que le tissu a eu tendance à se résorber, a perdu de son épaisseur en fait. La photogrammétrie ici, en fait, ça s'aligne, on le verra un petit peu plus tard aussi. En vert sont nos scan body DES, mais qui ont été fournis par la photogrammétrie. C'est-à-dire que tout à l'heure, en marron, on les avait. Les scan body marron nous ont permis d'aligner notre photogrammétrie sur le scan marron. Une fois que c'est fait, on supprime les scan body du scan marron et on garde les verts qui sont ultra précis à hauteur de 30 microns. Merci. Donc voilà, c'est de ça que je parlais. Donc là, on voit que le marron en fait est superposé au vert, et une fois que ça c'est fait, on supprime directement le marron. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va taguer nos scan body donc sur Exocad, on va un petit peu marquer tous nos implants sur Exocad, et on va faire, étant donné qu'on va imprimer ça le jour de la chirurgie, on va faire une arche qui est totalement imprimée. On n'a pas de tie base, c'est directement seulement tout imprimé, et ce sera pareil pour le final d'ailleurs. Donc là, on a tendance à créer une application sur le tissu qui est vraiment à la préférence du chirurgien. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez communiquer avec vos docteurs. C'est pas une décision que vous pouvez vous permettre de faire comme bon vous semble. On a des docteurs qui aiment bien écraser un peu le tissu et créer cet effet pansement sur le tissu. Ça permet une cicatrisation, selon eux, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus contrôlable. 4 mois plus tard, une fois que la cicatrisation est finie, vous avez cet effet un petit peu d'arrondi sur le tissu que vous pouvez ensuite suivre et créer votre prothèse qui sera vraiment collée à ça. Donc là, on a à peu près 1 à maximum 2 mm de pression sur le tissu le jour de la chirurgie. Alors chirurgie Safis, ça c'est quelque chose qui était intéressant pour moi parce qu'on en a parlé, d'ailleurs j'en parlais avec Pierre Andrieux. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'on a énormément de sociétés qui sortent leurs propres vis. C'est-à-dire qu'on va avoir des vis qui sont grosses, petites, longues, fines, avec une plus grosse tête, une tête en cône. On a beaucoup de différentes vis qui sortent aujourd'hui et qui sont vraiment sur le marché en tant que la meilleure vis pour restaurer du full arch. Nous, personnellement, après plusieurs années d'utilisation, on s'est rendu compte qu'en fait, il valait mieux revenir au basique et à ce qui marche. Là, aujourd'hui, pour ce cas-là, on a utilisé des vis, durant la phase provisoire d'ailleurs, on a utilisé des vis qui s'appellent les Powerball de chez Excel. La tête de la vis était relativement grosse, elle était vachement intéressante pour les provisoires parce qu'en fait la connexion avec la partie implantaire, donc le multi-unit, elle se fait relativement loin par rapport à la vis, c'est-à-dire qu'on a tout ça qui va être du matériau, que ce soit de la zircone ou de la résine. On va avoir une très grosse partie de résine, ce qui va rendre en fait le côté prothétique un peu plus solide, mais ce qu'on a un peu moins aimé, c'était les trous de vis qui étaient énormes quoi, en fait. Elles sont super grosses, allez voir plus tard, elles sont très grosses. Mais bon, on est parti sur ça, ça a fonctionné relativement bien, même si on a changé de vis pour le final. Donc voilà, en parlant des trous de vis, quelque chose qui est relativement facile aussi à faire le jour de la chirurgie, c'est-à-dire que parfois on a le chirurgien qui va positionner ses multi-units un peu trop facial par exemple, ou directement avec les trous de vis qui vont sortir sur le bord incisal. Alors ça, nous on n'aime pas vraiment. Quand on faisait un petit peu à l'ancienne, on va dire, avec du pick-up, quand on prenait les piliers de provisoire et on donnait notre prothèse qui était un dentier en fait au chirurgien, on disait voilà, maintenant il y a les trous qui sont dedans, il faut les agrandir parce que vos multi-units ils sortent en occlusal. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se plier à ça parce qu'on a la capacité en fait directement de changer l'angle de nos sorties de vis. Donc ça c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on fait ça en prise en charge immédiate, on peut communiquer directement avec le chirurgien et lui dire bon ben voilà
ton multi-unit, ils sont un peu trop en incisal et on a dû corriger pour le faire passer en lingual, on a dû corriger l'angle de 20 degrés. Et vu qu'ils ont la possibilité de switcher un petit peu les multi-units, on peut lui dire, ben voilà, si jamais celui-ci c'était un multi-unit qui était droit, est-ce que tu peux le changer à un 17 degrés par exemple ou 15 degrés, ça nous permettrait d'éviter d'avoir à faire ça. Et la plupart du temps, ils ont aucun problème avec ça, ils prennent, ils dévissent, ils changent, ils reprennent juste un iCam, une photogrammétrie. Et après, on peut recorriger celui-là directement droit et il ressortira à peu près vers ici et ça sera parfait. L'avantage de travailler directement avec nos docteurs. Oui, voilà, c'est vraiment un avantage en prise en charge immédiate et travailler avec le docteur main dans la main. On a ça qui est faisable et ça prend littéralement 5 minutes à changer le jour de la chirurgie. Voilà. Donc on assemble le tout, là comme je vous disais, vous voyez les trous de vis sont relativement gros comparé à des vis qui sont normales, c'est assez gros, mais l'avantage c'est que voilà, le docteur va prendre ça, va le mettre dans la bouche, va visser, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'utiliser de la résine, il n'y a pas besoin de gratter, on sait que ça va appuyer correctement sur le tissu, on sait que c'est vissable directement et c'est déjà terminé, quoi. Le patient n'a plus qu'à repartir. Voilà, pour ce qui est des résultats prévisibles, bien entendu, une fois que le design est terminé, comme on a pu le voir, il va falloir passer au côté impression. Donc là, je pense que maintenant, il y a beaucoup de monde qui sont au courant de comment ça marche une imprimante. Mais bon, voilà, pour éviter d'avoir des surprises, on va utiliser des supports qui vont être positionnés sur le bord incisal de toutes les dents. Donc ça permet de conserver notre design au maximum, sans avoir à perdre des angles. C'est pas exactement le même patient, mais bon, c'est le même concept. Donc ça nous permet de garder vraiment les détails des dents et de notre design. Là, on a le haut et le bas. Et après, ça nous permettra d'avoir à gratter juste un petit peu et de récupérer notre prothèse. Au niveau de l'imprimante prête, alors nous on utilise Springtray, la Pro 2 que vous avez pu voir sur le salon à l'entrée. Aujourd'hui c'est la meilleure, j'ai pu tester beaucoup d'imprimantes différentes et si jamais il vous faut une imprimante pour faire de la prise en charge immédiate ou même d'autres choses, même si elle n'est pas donnée c'est sûr, mais comme beaucoup d'imprimantes, la Pro 2 reste pour moi la meilleure imprimante. J'ai 0 échec depuis 3 ans, depuis 2 ans avec la Pro 2, j'ai 0 échec. Je n'ai pas eu un seul échec d'impression avec cette imprimante, ce qui fait quand même une imprimante qui est hors du commun. Au niveau de la préparation de l'imprimante, sachant que maintenant les résines qui sont faites pour la prise en charge immédiate ou pour la biocompatibilité, elles sont relativement épaisses, elles ont besoin d'être chauffées par les imprimantes. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, entre 5 à 10 minutes de chauffage. Dès que vous commencez votre design, pensez tout simplement à aller voir votre imprimante et lancer le préchauffage de la résine. Ça vous fait gagner à peu près 10 minutes le jour de la chirurgie ou même les autres jours où vous voulez quand même imprimer quelque chose relativement rapidement. Donc une fois que l'imprimante est prête, qu'on a la résine, là c'est pas la Springtray, elle est juste à côté d'ailleurs la Springtray, mais c'est une autre imprimante qui marchait tout aussi bien. Donc une fois qu'on a ça, on récupère notre impression, on va la sortir de son plateau. Et on va passer au nettoyage. Alors le nettoyage c'est quelque chose de très important pour ceux qui n'impriment pas beaucoup. Sachez que c'est un des stades les plus importants de l'impression 3D. Il faut que vous nettoyiez vos modèles et vos impressions très bien. C'est-à-dire que là, pour nous, il faut absolument qu'on passe du temps à nettoyer les trous de vis et la connexion avec les multi-units parce que s'il reste un pet de résine, durant le post-curing, on va avoir des très gros problèmes d'insertion et de vis et en bouche. Et après, il faut réimprimer. Et là, par contre, on repère quand même pas mal de temps. La finalisation et le staining, donc certaines personnes qui faisaient de la conversion en bouche ne peignaient rien du tout, donc donnaient tout simplement des prothèses comme ça aux patients. Nous aujourd'hui on a la capacité avec l'OptiGlaze de stainer, de donner un petit peu plus de vie à notre prothèse et on peut faire ça vraiment, ça prend à peu près 5 minutes juste avant la mise en bouche. On n'est pas obligé de s'appliquer énormément sur les détails, mais ça permet au moins de donner quelque chose qui reste dans l'ordre du correct et de quelque chose qui fera plaisir aux patients. On utilise OptiGlaze. OptiGlaze, ouais. La phase 2, donc là on fait un bond dans le futur, on est 4 mois à peu près après le jour de la chirurgie. Le patient est totalement cicatrisé, on est prêt à passer à la phase 2 qu'on appelle. Cette phase 2 c'est dans laquelle nous allons reprendre encore tout un set de données. On va avoir plus de temps parce que le patient n'est pas sédaté, on n'est pas... Anesthésie. Anesthésie, merci.
n'est pas anesthésié, tout ça. Donc on a plus de temps pour prendre, pour discuter avec le patient, pour savoir ce qui leur a plu de la prothèse, ce qui ne leur a pas plu, et faire ces modifications-là. Donc on repart un petit peu sur le même procédé, mais avec un peu plus de temps devant nous. Donc on récupère une photo de profil de Tim, donc il est toujours super content d'avoir ses dents. Il est venu, il nous a dit, moi j'adore, c'est super, j'ai enfin des dents de devant qui ne sortent plus et qui ne rentrent plus. Tout est fixe, on n'a pas quoi que ce soit à bouger. Il voulait, il me semble, changer un petit peu certains détails de ce côté, la canine étant un petit peu trop longue et tout ça. Et tout ça, c'est super réalisable parce que vous n'avez même pas besoin de recréer un design de zéro, vous avez déjà votre design qui est prêt. Donc cette photo-là, au lieu d'aligner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réaligner à notre précédent design le jour de la chirurgie et faire les modifications qu'on a besoin de faire. Donc la photo de profil, même chose, très important, bord incisal, les oreilles, les yeux et le menton. On passe à un scan du provisoire. Donc ce scan-là, ça va être la même chose que ce qu'on a fait au tout début. C'est-à-dire que là, où que ce soit notre scan préopératoire, ça sera notre scan de provisoire qui va s'aligner à notre photo. Et basiquement, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aligner ça à la photo, c'est la photo qui va s'aligner à ça. C'est un petit détail qui est assez important parce qu'en fait, ce scan-là va s'aligner à notre design. Pourquoi certains me diront, je peux utiliser le tissu peut-être pour aligner. Non, non, non. Là, c'est un petit peu, la prothèse va faire fi de marqueurs fiduciaires. C'est le seul marqueur qui est dur en bouche et qui est stable et qu'on peut aligner à notre design. Donc une fois que ça c'est fait, on prendra tous les futurs scans, on alignera tout ça à notre prothèse. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, on a les scans et la photo, encore une fois, qui s'alignent vraiment bien sur notre photo. Et on sait qu'on est prêt à garder toutes nos structures et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans une continuité d'alignement qui est quasi parfaite. Et si tu reviens sur le scan précédent, tu peux voir l'ajustement de l'occlusion aussi, tout ce qu'il faut rajouter. Ah oui, ouais, voilà, c'est vrai. Donc là, on voit qu'en 4 mois de prothèse, le patient et peut-être le praticien aussi ont effectué des ajustements, soit naturels, soit directement via la fraise, de l'occlusion. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été grattées. 4 mois dans une prothèse imprimée, ça résulte à peu près en ça. Et nous, ça nous donne une indication à ok, donc peut-être qu'il va falloir changer la méthode d'occlusion et les pathways, les directions d'occlusion dans les mouvements transversaux et différents mouvements latéraux. Donc l'alignement. On reprend on prend d'abord un scan de scan body. Donc là, c'est pareil. Ça va nous servir à voir que voilà, le tissu maintenant est totalement cicatrisé et on va devoir suivre ce tissu. Il faut savoir que entre la chirurgie et le post-opératoire 4 mois plus tard, le tissu bouge énormément. On a à peu près une résorbation du tissu qui est de l'ordre de 2 mm, entre 1 et 2 mm de tissu qui se résorbe et d'os aussi. Parce que en fait, le tissu se résorbe parce que l'os se résorbe. Et donc là, notre prothèse qui a été effectuée le jour de la chirurgie n'est plus du tout en contact avec le tissu. Elle a fait son taf, mais elle n'est plus en contact avec le tissu. C'est à nous maintenant de corriger ces différences qui sont arrivées par la nature, quoi. Donc on récupère encore une fois une photogrammétrie. Si jamais vous entendez des personnes qui font ça et qui vous disent wow, prends la photogrammétrie du jour de la chirurgie, c'est parfait, ça suffit, c'est très bien. Je vous le déconseille fortement, pour la seule et bonne raison que votre docteur, une fois que le patient va revenir 4 mois plus tard, il va lever la prothèse et il va vérifier en fait si les multi-unites sont correctement serrés en bouche. La plupart du temps, non, ils ne le sont pas. Ils sont soit desserrés, soit le jour de la chirurgie, un implant n'était pas vraiment serré correctement en bouche et ils n'ont pas voulu mettre encore plus de force sur cet implant-là. Donc si ça arrive, ça veut dire qu'ils doivent serrer 4 mois plus tard les multi-unites. En serrant les multi-unites, on a un mouvement vertical par rapport à l'implant qui se fait. Et là, vous avez besoin d'une nouvelle photogrammétrie qui vous permet de réacquérir un petit peu cette donnée-là qui est très importante. Encore une fois, on n'est pas à l'époque des jigs de vérification. Vous êtes à même de prendre la photogrammétrie en 5 minutes top chrono. Il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas y avoir de problème sur ça. Si votre docteur il vous dit « Ah, moi, ça prend trop de temps », dites-lui je vous envoie un verification jig et on verra ce qu'il dit. On vérifie la teinte. Donc là, on est aux États-Unis, hein, donc on peut voir qu'en bas, on n'est pas du tout dans du 1M1, 1M2. Mais Tim est arrivé vraiment confiant en disant
moi, je vais blanchir mes dents du bas, je veux des dents blanches. Je veux que ça soit blanc, s'il vous plaît, donnez-moi du blanc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le docteur a pris ces deux teintes en 1M1, 1M2. Il nous a dit, voilà, Tim hésite un petit peu entre ces deux teintes qui ne sont pas vraiment très différentes, mais c'est pas grave. Donc, on s'est un petit peu débrouillé pour faire ce genre de teinte pour Tim. Voilà, donc notre nouveau design ici en vert avec les ajustements qui ont été demandés par le docteur, les ajustements d'occlusion, les ajustements plus tard de teinte et de forme des dents si nécessaire. On peut voir que c'est tout très prévisible. Il n'y aura pas de surprise en fait. On sait que ce qu'on voit à l'écran là, ça va être ce qui va se retrouver en bouche plus tard. Donc encore une fois, on aligne les nouveaux scans, on ajuste les détails, le banc incisal, tout ça. Et on peaufine la teinte avec de la gencive aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est, pour nous, qui a été très important, même durant la phase provisoire. C'est parce que, étant donné que dans notre cabinet, ils nous demandent en fait de vraiment respecter la teinte de la gencive, on essaye, même durant la phase provisoire, de créer une gencive qui peut être proche du naturel, parce qu'on arrive à avoir des patients qui sont demandants, qui vont dire « Ah, moi, ma gencive, elle est plus colorée, elle est moins colorée, j'aimerais plus que ça suive. » Donc on s'applique à faire ça, notamment pour la phase 2, maintenant qu'on a plus de temps. Et ensuite vient la phase finale. Donc la phase finale, après la phase 2, on va donner aux patients 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'ils veulent en fait, pour s'adapter à la prothèse, pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème d'occlusion et tout ça. Et une fois qu'ils reviennent, on va leur demander alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez changer quelque chose ou pas? Si la réponse est non, j'adore ma prothèse, on passe en phase finale. Si la réponse est oui, j'aimerais modifier un peu ça, eh bien on a la possibilité encore de changer et de modifier, parce que l'avantage du full digital, c'est ça, c'est qu'en fait on sauvegarde toutes nos étapes, et ça nous arrive parfois d'ailleurs que les patients nous demandent 3 différents provisoires et se disent bon, en fait vous savez quoi, j'adorais mon premier provisoire. Et là, si on n'était pas en digital, on se dirait ah putain, et comment c'était le premier provisoire, est-ce que j'ai des clés, est-ce que j'ai pas des clés? Là aujourd'hui, on peut cliquer un bouton, charger notre premier provisoire ou notre deuxième ou troisième ou quatrième, peu importe provisoire, et tout simplement réimprimer ce provisoire là. Et c'est ça qui est assez avantageux pour nous. Donc on obtient toujours les données finales, le scan du provisoire, donc ça va être nos scans provisoires de phase 2. Tim a dû revenir beaucoup plus tard, donc il a gardé en fait ce provisoire, il le gardait 2 semaines, il a gardé quelques mois, et il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits. Donc pour Tim, je me souviens plus exactement si c'était un souci de scan d'occlusion par rapport au bas, ce qui peut arriver aussi, mais bon, il y a beaucoup d'ajustements qui ont été faits. Alors pour nous, le but, c'est pas de copier à l'extrême ce qui se trouve en bouche, parce qu'au final, ça ressemble plus à rien, hein, on va pas se le cacher, mais on va justement analyser en fait l'occlusion dans son ensemble, c'est-à-dire quels mouvements ont été effectués donc, pour créer ce genre de wear facet, de facettes d'occlusion ici, et est-ce qu'on peut intégrer ça à notre prothèse pour la rendre, pour garder le côté esthétique qu'on a l'habitude de faire, mais aussi ne pas créer quelque chose de final pour le patient qui va être ah mince, je me sens complètement bloqué, ça n'a rien à voir avec ma phase 2 que j'ai fait au préalable. On récupère une photo de profil. À chaque fois qu'on prenait des photos de Tim, il a l'air de plus en plus heureux. Donc nous, on était contents. Ça nous faisait plaisir. On s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on continuait à prendre des photos, jusqu'où ça irait. Mais apparemment, la phase 2 de Tim lui plaisait beaucoup, était prêt à partir donc, en finale. Et on s'est exécuté. On a dit il n'y a aucun problème. On confirme la teinte. Avec notre plus grande surprise, il est parti sur du 1M1. Donc on a dit ok, pas de problème, on fera du 1M1. Donc pour ce qui est de la production de la prothèse finale, on aligne encore une fois les nouveaux scans. On fait toujours le même protocole, ça devient en fait une chaîne et on continue à faire ce protocole-là et on design ensuite notre prothèse finale. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, les zircons évoluent énormément. On a des matériaux qui sont de plus en plus beaux, de plus en plus esthétiques. Donc au préalable, dans les années précédentes, on faisait de la microstratification sur les dents. On arrivait même à créer beaucoup plus de stratification en incisal. On a laissé tomber parce que tout simplement la demande aux États-Unis n'est pas aussi importante que ce qu'on aimerait en fait. Les patients veulent des dents très opaques, très blanches et pas de texture, très lisse. Voilà, donc
Donc on s'exécute encore une fois et on respecte ça tout en essayant de garder. Alors ça c'est pas team, hein, c'est juste pour vous montrer en fait la découpe. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on continue à découper en fait notre gencive parce que Laura fait un travail de stratification de la gencive qui est très beau et donc et ça lui plaît aussi. Donc on continue à découper la gencive et on crée ce bord ici. La découpe de la gencive s'arrête en fait là où la connexion avec le tissu s'effectue. Donc la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour éviter de donner une surprise et aux prothésistes et aux praticiens voilà, je te laisse stratifier le côté entaglio et on verra si c'est à peu près pareil que la prothèse temporaire ou pas. Donc là, on ne fait plus du tout ça. On laisse ce bord qui est là va se connecter au tissu parfaitement, de la même manière que la prothèse provisoire le faisait, et on laisse ce côté-là à stratifier et à se faire plaisir aux prothésistes. Ensuite, on usine hybride. Aujourd'hui, donc nous, on utilise les machines de Hamann Gerbach qui font des très bonnes machines. Ça a été usiné dans la Matron, qui est leur dernière en date, qui est super bien. Ils ont aujourd'hui ce qu'ils appellent des C-clamps. C'est des je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc en fait, ça permet d'usiner les arches avec une fraise qui va directement taper verticalement sur la face avant des dents, et ça permet de créer des embrasures beaucoup plus précises et beaucoup plus jolies, et ça donne un peu moins de travail aux prothésistes dans le travail qui suit. Voilà, et là ça vient donc à Laura qui va continuer là où mon travail s'arrête. Voilà, donc moi je vais récupérer la zircone, la green stage, donc moi j'aime bien l'appeler la zircone crue. Donc je vais passer beaucoup de temps dessus. Je vais dire ce qui a changé pour moi dans mon métier, c'est qu'avant j'étais obligée, je prenais beaucoup de temps à contrôler l'insertion sur mon modèle, tout ce que je pouvais contrôler. Là j'ai plus du tout de modèle, donc je suis obligée de faire confiance à tout le processus. Oui, voilà, donc ma base, je vais la chouchouter, je vais passer beaucoup de temps à faire de la texture quand je peux, quand le patient n'est pas trop réticent avec ça. Je vais affiner mes embrasures, faire en sorte que j'ai de la place pour mettre ma gencive et affiner le bord des dents pour que ce soit un effet d'insertion sous la gencive plutôt que, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, mais ça faisait un peu bord comme si c'était posé sur la gencive, ce qu'on va éviter de faire. Et je colorie, je stain avec des colorants de chez Argent pour donner déjà un petit peu d'effet de volume et de couleur. Surtout pour la gencive, pour éviter que ce soit trop blanc sous la céramique. Donc je vais faire ma prothèse donc, en 4 cuissons. Donc première cuisson de connexion, juste une glasure, avec un petit déjà de travail de couleur sur mes dents. Très léger encore, parce qu'on ne peut pas trop se permettre de faire trop, sinon ça revient au labo. Ma cuisson, donc j'utilise la porcelaine de chez GC, donc là c'est la plus foncée du coffret, c'est la numéro 36, donc j'aime bien faire comme des effets de vénule en partant entre mes dents jusqu'en remontant comme un effet étiré, pour faire un effet de veine étirée vers le haut de la prothèse. Je recouvre avec une porcelaine, c'est la numéro 24, qui est un peu plus claire et un peu plus transparente, donc pour faire un effet de profondeur. Et ensuite, je recouvre le tout avec un mélange, donc ça c'est du 23, c'est très clair, mais je rajoute toujours du 24 avec, parce que les patients ont eu tendance à dire que c'était trop clair et ils avaient l'impression que leur gencive était malade. Donc on va foncer un peu. Donc je ne m'occupe pas trop encore de la texture, ça sera en deuxième cuisson. Donc voilà. Moi, mes collègues, ils disent on regarde les couleurs, moi je regarde les cracks. En plus, en gros plan, c'est encore trop beau. Là, je pourrais rajouter des colorants plus foncés, ici, là, pour faire des effets de veine. Ça sera encore plus naturel. Donc je ne m'occupe pas de gratter ni quoi que ce soit, juste un nettoyage. Et je repasse en deuxième cuisson. J'avais fait une cuisson à 820 degrés pendant 1 heure, et ça va être à peu près pareil pour la deuxième cuisson. Donc là, je m'occupe plus longuement des textures, j'utilise un pinceau un peu dru pour faire des effets de papille, je rajoute mon Freeman en utilisant mes poudres, et par-dessus c'est un mélange du mélange précédent de 23 et 24, sauf que je vais rajouter de l'énamel et une porcelaine un peu bleutée, le transparent modifiant numéro 1, elle est bleutée et elle donnera un effet de transparence par-dessus. Hop, et voilà, donc en deuxième cuisson, c'est 810 degrés, à peu près 1 heure encore de cuisson. Donc là on voit que la porcelaine a besoin d'être travaillée un peu, notamment pour affiner les volumes avec une meule, et travailler un peu plus mes textures, et faire en sorte que le joint en haut soit lisse et pas abrasif pour le patient.
Voilà, avec mes petites vénules, on ne le voit pas trop sur la photo, mais par ici, par là, mes petits cracks de tout à l'heure. Et une cuisson de glaçage que je vous montrerai en finale. Voilà, donc après les finitions, c'est finir mes textures, faire en sorte que, oui voilà, mes textures, mes retouches de texture, le polissage de l'Antaglio parce que je le glace pas, pour éviter que les bactéries s'y accrochent, le tartre, donc on reste poli. Et on vérifie les trous d'accès des vis pour éviter qu'il y ait des porcelaines qui gênent l'insertion des vis. J'avais oublié. Ah bon, et la finition. Malheureusement, Tim a eu un problème au genou, donc on n'a pas eu les dernières photos d'insertion. Il devait venir avant qu'on vienne, mais donc ça sera pour une prochaine voilà. Présentation peut-être. Voilà, donc voilà, fini. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, on est encore là. Vous pouvez aussi scanner ça, si jamais vous avez d'autres questions plus tard, vous ne voulez pas prendre le micro, c'est mes informations et vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a aucun problème. Merci.